Je sais que c'est comme ça. Ici. C'est pas désagréable, hein? C'est comment c'est bien, c'est bien. C'est bon, c'est parfait. Alors, ce ne sont pas les hommes, pour une fois, qui ont été les premiers à utiliser la géothermie. Ce sont les singes des neiges. Ils sont un peu plus haut dans la vallée. Et c'est parti pour les rencontrer. Il n'y a qu'une quinzaine de kilomètres à parcourir pour rejoindre les hauteurs du parc national de Jigokudani. Mais les routes de montagne japonaises réservent quelques surprises à Fred. À mi-chemin, le camion ne peut plus faire demi-tour, ni même croiser d'autres véhicules. La situation devient critique. Bon, la police est venue nous aider parce que la route était devenue tellement étroite qu'il n'y avait pas moyen de se croiser. Et donc on verra s'il y a le petit PV à la fin, mais pour l'instant c'est plutôt sympathique. La petite visite est de courtoisie. Oui, c'est la salle de bain. Lui, il veut partir avec vous. Et il veut venir avec moi. Là, je dois dire que la courtoisie japonaise n'a pas de limite. Ces policiers ont été d'une gentillesse incroyable en prenant du temps pour nous guider et nous sortir de ce mauvais pas. On va pouvoir continuer notre route. Pour éviter d'autres soucis, c'est à pied que la famille parcourt les derniers kilomètres à travers ce que les habitants appellent ici la vallée du diable, tant les températures y sont froides en hiver. Les macaques japonais le savent bien, et c'est pour cela qu'ils ont élu domicile à proximité de sources d'eau chaude. Au Japon, ils sont le symbole de la sagesse. Ne rien voir de mal, ne rien entendre de mal, ne rien dire de mal. À l'exception de l'homme, le macaque japonais est le seul primate à vivre dans une région aussi froide. C'est des singes de neige. Les singes des neiges, oui. Ils viennent se baigner dans les bassins chauds. L'épaisse fourrure du singe des neiges lui permet de résister aux températures très basses de la région. Mais pour survivre à l'hiver, ils ont absolument besoin des sources d'eau chaude. Grâce à l'étanchéité de son pelage, le macaque japonais peut passer en quelques secondes de cette eau brûlante à l'air glacial sans perdre sa chaleur corporelle. Alors que le temps se gâte sur Yamanouchi, Fred et Laure ont décidé de suivre l'exemple des macaques. Je crois savoir qu'il y a ici beaucoup de onsen, ces piscines d'eau chaude, donc naturelles, pour les hommes. Donc on va pouvoir également se baigner. Dans l'espoir de prendre un bain chaud, Fred, Laure, Martin et Chine se précipitent vers l'une des plus anciennes bâtisses de la ville. Bonjour. Cette maison a été construite il y a 80 ans. Elle est faite en bois? Oui, tout en bois. C'est très rare au Japon une maison en bois aussi ancienne. Voici
le onsen, la salle de bain. Ok. C'est beau. C'est pour nos vêtements? Oui, oui, pour vos vêtements. Les Japonais ont pour réputation de se laver 3 fois par jour. Mais quand ils vont au onsen, ce n'est pas pour se laver. Dans la culture japonaise, cette eau qui frise parfois les 60 degrés permet au corps de se détendre pour faciliter la purification de l'esprit. C'est brûlant, j'ai touché cette eau. Là, tu sens, c'est aïe. À côté là-bas, c'est chaud. Ouais, parce qu'il y a Ah, vous avez réussi à mettre les épaules. ouais, c'est l'eau d'un volcan. L'eau du volcan. On est obligé de mettre un peu d'eau froide dedans. T'as vu, ta main est chaude. Ouais. Bah, surtout dans le coin, c'est plus partout. Vêtue d'un yukata, un fin kimono de coton, la famille improvise une petite visite des lieux. Ici, c'est la pièce principale, avec le kotatsu. C'est là qu'on vient s'asseoir pour prendre le thé. Ensuite, le soir, on pousse la table et on s'allonge sur les futons pour dormir. Tout est fait pour faire le minimum de bruit. Donc les portes coulissent, il n'y a pas de porte qui claque. Et les tatamis ne font aucun bruit quand on marche dessus. Très reposant. Waouh! Mais c'est du côté de la salle à manger qu'on découvre la particularité de cette maison. Voici notre système de chauffage. L'eau chaude de la source passe dans ces tuyaux. Et donc ça permet de chauffer ce grand volume, sachant qu'on est en montagne et que l'hiver ici il fait très froid quand même. Cette longue tradition de la géothermie a permis aux entreprises japonaises de devenir les leaders mondiaux du secteur. Merci, merci. Merci beaucoup. Au revoir. Le camion reprend sa route vers la côte ouest de l'île principale de Honshu et abandonne les paysages de montagne pour retrouver ceux de la mer. La famille a prévu une halte dans la ville de Fukui, mais une rencontre inattendue va bousculer leur programme. Bonjour. Bonjour. C'est votre maison? Oui, c'est ma maison. Film. Ah, pour les films. Il est comme nous et il voyage en voiture. Et c'est tout petit. Comme Martin, Kaneko explore les routes de l'archipel. Entre voyageurs, une complicité s'installe et Kaneko tient à leur faire découvrir un petit coin de paradis. Qu'est-ce qu'on va attraper ici? Les poissons. Tu pourrais manger? Oui. Kaneko a choisi de vivre mieux avec moins. Depuis qu'il est à la retraite, ce Japonais a adopté un mode de vie plus simple. Et il parcourt son pays avec pour seul bagage quelques vêtements et sa canne à pêche. Alors j'espère que la pêche sera bonne, parce qu'on a mangé tout le poisson qu'on avait acheté sur le marché de Tokyo. Et donc s'il n'y a pas de poisson, ça va être pâte ou riz. Vas-y Martin. Ah. On ne peut pas le garder. Il est trop petit. On le relâche.
Alors, Chine, t'as du poisson? En désespoir de cause, Martin se jette à l'eau pour voir où se cachent les poissons. Mais finalement, ce sont les oursins et les coquillages qui viendront agrémenter les pâtes. Qu'est-ce que tu manges, Chine? Les coquillages et des oursins. C'est bon les oursins? Oui. Pour le dessert, Kaneko veut faire découvrir aux enfants l'une de ses bonnes adresses. Il faut vraiment y croire pour penser qu'il y a une boulangerie à l'intérieur. C'est une boulangerie. Oui. Un, comme ça. Voilà. Bon, c'est rare de trouver du bon pain au Japon, donc on a envie de tout acheter. En tout cas, on va essayer déjà cela. Cet endroit atypique fait aussi office de brocante et la famille y découvre un trésor inespéré. Elle s'appelle Makiko et parle français. Kaneko? Non, Makiko. Kaneko. C'est une occasion unique d'en apprendre davantage sur Kaneko. Il voudrait savoir pourquoi tu vis comme ça. J'ai décidé que ma retraite, ce serait du temps pour moi. C'est tout. Combien de temps tu veux vivre comme ça, en voyageant dans ta toute petite voiture? Encore 3 mois et demi. En fait, il est libre. Il est libre d'aller où et faire ce qu'il veut. On est pareil. Ça, c'est un four qu'on a eu en Argentine. On s'en sert beaucoup parce que on a besoin que du bois et qu'une seule boule de papier pour faire le feu. C'est quoi ça, Chine? C'est un poulpe qu'on a pêché. C'est bon le poulpe? Oui. Brochettes de poulpe, châtaignes ramassées près du camion, poivrons provençaux et escargots à la plancha. Pour leur dernier repas avec Kaneko, la famille improvise un festin franco-japonais. Ça n'a pas été facile de communiquer avec Kaneko qui ne parlait pas anglais. Mais le goût de la vie simple, du voyage et de la route ont suffi à créer de vrais liens avec Martin et Chine. Les gestes et les sourires ont fait le reste. Il y a un climat bizarre cette année quand même au Japon. Il y a 2 jours de soleil, 2 jours de pluie, 2 jours de soleil, 2 jours de pluie. Mais quand il pleut vraiment. Bon, en tout cas, cette rencontre avec Kaneko était bien sympathique. Notre homologue japonais. Quelques kilomètres plus au sud, le camion retrouve le soleil dans la région de Tenri, le berceau de la civilisation japonaise qui abrite un terroir très particulier. Alors au Japon, il est difficile de parler d'agriculture sans parler des forêts. Et plus spécialement une forêt qui est entretenue par l'homme, je dis bien entretenue, et pas artificielle, qui s'appelle la Satoyama. C'est la forêt qui est juste derrière nous. C'est pas de la forêt primaire. C'est une forêt qui est renouvelée tous les 15-20 ans par l'homme. Alors pour cela, nous allons rencontrer monsieur Kawanami dans la région de Tenri, qui milite pour préserver ce patrimoine japonais. Ce sont les Satoyama. Dans la culture japonaise, le terme Satoyama désigne l'espace qui s'étend entre la maison de l'homme et la forêt. En associant des terrains boisés, des herbages et des zones humides, ces aires de culture traditionnelle préservent l'équilibre biologique de chaque écosystème.
Le Satoyama est une zone où l'on exploite de manière raisonnée plusieurs milieux naturels différents. Comme ici, il pleut beaucoup, tout repousse très vite. Par exemple, là on fait pousser du riz, et quand on l'aura récolté à la fin de l'été, on fera pousser du blé jusqu'au printemps. Là-bas, on peut voir des pins. Ils serviront ensuite à construire des maisons. Ici, les agriculteurs ne modifient pas le paysage pour l'exploiter. Forêts, champs, étangs et ruisseaux forment pour eux une mosaïque indissociable. Le bambou de la forêt sert à faire sécher la paille de riz en été et à irriguer les plantations à la saison sèche. Pour éviter que les animaux sauvages ne s'approchent trop près des cultures, les paysans ont planté des baies toxiques. Mais pas d'inquiétude, Martin et Chine sont des experts. On a plein au centre. Qu'est-ce que tu ramasses, Chine? Des myrtilles. On adore les myrtilles. Nulle trace de production intensive dans les Satoyama. La forêt est préservée car elle complète parfaitement les cultures traditionnelles. Nous produisons aussi du champignon shiitake. Dans ces rondins de bois, nous introduisons des germes de champignons et au bout d'un an, on obtient des shiitake. Le shiitake, c'est un champignon qu'on mange beaucoup ici. On s'en sert aussi en pharmacologie pour faire des médicaments. Ensuite, pendant 4 ou 5 ans, on laisse le bois pourrir naturellement et on l'utilise comme fertilisant pour les champs. Aujourd'hui, les Satoyama sont soutenus par le ministère de l'Environnement, qui y voit un véritable rempart face à l'urbanisation galopante. Mais dans la culture japonaise, où la vie n'est possible qu'en symbiose avec la nature, les forêts primaires gardent une place importante. Pour s'en rendre compte, la famille part à la découverte du sanctuaire d'Izonokami, le plus vieux temple shintoïste du pays. Pour les shintoïstes qui vénèrent les esprits de la nature appelés kami, protéger les arbres permet d'assurer la présence du divin. Indispensables aux rituels religieux, ces arbres pluricentenaires qui recouvraient autrefois toute la vallée de Nara sont aujourd'hui protégés au même titre que les temples. À l'entrée du sanctuaire, il est de coutume de faire une offrande sur des amulettes en bois de chêne, conjurer le mauvais sort ou faire un vœu. Il y a un petit bonhomme de l'autre côté. Pour les Japonais, vivre en harmonie avec la nature est essentiel pour accomplir son chemin spirituel. Comme ce coq sacré qui veille sur Martin et Chine, les arbres centenaires d'Izonokami sont les gardiens de la biodiversité des montagnes japonaises. Pour prolonger l'exploration de la région de Tenri, il est temps de faire le plein. Ça veut dire quoi? C'est fini? Ok. Ok. Ah, ok. Donc au Japon, même les pompes à essence ressemblent à des pupitres d'Airbus A380. C'est assez compliqué. Regardez-moi ça. Ah, ok. Merci. Et en plus, on vous fournit la petite lingette pour nettoyer le réservoir, pour que ça soit bien propre. Arigato. Arigato. Oh, it's okay. Ok. Arigato. Comme je suis très sale, elle m'en a donné 3. Là-bas, un autre panneau dedans. Alors, la nature est tellement importante au Japon que quelquefois, elle s'invite même en plein centre-ville. C'est le cas à Nara. On trouve des daims, des cervidés, en plein centre-ville. Donc, on est très curieux d'aller voir ça. Oh, des daims!
Il y a un bébé d'homme, comme Bambi. Selon la légende, c'est sur le dos d'un cerf blanc ailé que le dieu protecteur de Nara se posa sur une montagne voisine pour assurer la défense de la ville. Depuis, cet animal sacré est devenu l'emblème de la cité. Et aujourd'hui, ce sont près de 1200 daims qui s'y promènent en toute liberté. Le moins que l'on puisse dire, c'est que des siècles de proximité avec les hommes les ont rendus peu farouches. Et même si cette tondeuse écologique est bien pratique, il y a parfois quelques problèmes de cohabitation. Ils ont coupé les cornes parce qu'elles étaient trop grandes et trop dangereuses. Cette promiscuité entre les hommes et les cervidés engendre parfois des accidents. Yoshiaki Kai conduit la famille dans les coulisses de la fondation qui protège les daims. Certaines personnes pensent que les daims sont comme des animaux de compagnie. C'est pourquoi nous tentons d'expliquer aux visiteurs que ce sont des animaux sauvages. Ça, c'est les cornes du cerf. Quand ils sont adultes, ils ont des cornes fortes et quand ils sont petits, ils ont des petites cornes. Le poitrine du cerf. Certains daims sont là parce qu'on les retrouve trop souvent dans le centre-ville, ou bien dans les potagers et les champs des paysans. Il y en a d'autres aussi qui sont arrivés ici après avoir été victimes d'accidents de la route. Ah oui, il y en a un là en face, il manque un bout de jambe, quoi. Ah ouais. D'un point de vue écologique, il n'est pas bon d'avoir autant de daims concentrés au même endroit. Mais pour la plupart des habitants de Nara, la présence des daims, c'est vital. C'est comme l'air que l'on respire. Pas question pour les habitants de Nara de chasser les daims. Mais il est nécessaire d'éduquer la jeune génération à vivre avec ces animaux. Combien d'estomacs un daim a, d'après toi? 4. Oh. Okay. Comment tu savais, toi? J'ai vu sa vidéo là-bas. Pour remplir les 4 estomacs de centaines de daims, la Fondation vend des galettes de riz et de résidus végétaux dont raffolent les cervidés. C'est l'argent de ces ventes qui permet à la Fondation de prendre soin des 1200 daims sacrés qui batifolent chaque jour au pied des temples bouddhistes de Nara. À quelques kilomètres de là, Kyoto et son million d'habitants. L'ancienne capitale de l'Empire du Soleil Levant a elle aussi fait le pari d'une nature préservée au cœur de la ville. Pas moins de 200 jardins façonnent le paysage de la cité. Dans le jardin du temple Jinkakuji, l'agitation de la ville s'efface derrière les arbres centenaires. Ça, c'est pour mon vœu le plus cher. Yes! Au Japon, représenter l'harmonie de la nature est un art à part entière. Sur l'île voisine de Shikoku, la famille se rend à Kinashi, la capitale mondiale du bonsaï. Fred, Laure, Martin et Chine
ont rendez-vous avec l'un des maîtres de cette pratique ancestrale. Bonjour, ravie de vous rencontrer. L'art du bonsaï est originaire de Chine. Mais c'est bien au Japon que l'on trouve le plus vieux bonsaï connu. Il date de l'an 1500. Depuis 4 générations, la famille de Mitsuo Matsuda prend soin de ses 6000 pensionnaires bonsaï, qu'elle modèle avec une patience infinie pour reproduire des scènes de la nature. Bon, c'est le pot, et zai veut dire la plante. Donc ça signifie l'arbre en pot. Est-ce qu'on peut faire un bonsaï avec n'importe quel type d'arbre? Oui. Par exemple, ça c'est un cyprès, là c'est un érable. Chaque plante peut devenir un bonsaï. Le principe du bonsaï, c'est qu'il pousse très doucement. En 10 ans, ils ont poussé de ça. Quel est l'âge de celui-ci, par exemple? Il doit avoir 100 ans. Non. 100 ans? Oui. Celui-là. Oui, celui-là, par exemple. Celui-là, je pense qu'il a 20 ans. Personne d'autre au monde ne pourrait faire ça. Il n'y a que les Japonais. L'art du bonsaï ne consiste pas à mimer la nature, mais à évoquer la puissance de l'arbre dans une version miniature. Pour qu'un bonsaï possède l'essence d'un grand arbre, l'artiste doit effectuer un véritable travail de fourmi qui commence par la taille du tronc. Je creuse une sorte de grand sillon ici. On le fait 2 fois par an. Une fois au début de l'été et une fois à la fin. En fait, quand on regarde le tronc d'en haut, on coupe des sillons comme ceci qui vont cicatriser. Ensuite, le tronc repousse comme ça. Voilà. Là, je fais une incision comme ça. Une fois la sculpture du tronc achevée, il faut s'atteler aux branches. Mitsuo les entoure d'un câble d'aluminium pour dessiner le mouvement du feuillage. Vers le haut, il a l'air jeune. Et vers le bas, il est plus vieux. Comme ça. À chaque saison, les branches droites d'un arbre se séparent en 2. Mais certaines se cassent et tombent. Donc, en général, c'est comme ça que se dessinent les courbes de l'arbre. Mais pour dessiner 3 ans chaque année, nous faisons 1, 2, 3 courbes par an. J'ai fini. Les branches vont vers le bas avec de jolies courbes. De nos jours, les majestueux bonsaïs centenaires ne sont plus exportés. Ils font partie du patrimoine national et sont légués de père en fils. Pour rejoindre Kyushu, la 3e plus grande île de l'archipel nippon, Fred, Laure, Martin et Shin vont devoir embarquer le camion sur un ferry. Sur la côte nord-est de l'île, la famille se rend dans la ville de Beppu, à une centaine de kilomètres seulement du plus grand volcan actif du pays. Située le long des failles de la ceinture de feu du Pacifique, la croûte terrestre de l'île est si fine qu'elle libère en permanence de grandes quantités de vapeur, même au cœur de la ville de Beppu.
Qu'est-ce que c'est, Martin? C'est de la vapeur d'eau qui sort sous la ville. Et après ça monte et comme ça vient de l'eau chaude vers nous. La ville abrite environ 3000 sources d'eau chaude. Et les spécialistes la considèrent comme la ville la plus géothermique du monde. Ici, la chaleur et l'énergie dégagées par les sources servent notamment à entretenir des serres de plantes tropicales. C'est la source, l'eau chaude. Les sources d'eau chaude. L'eau chaude. Pas facile de parler anglais, notamment pour les Japonais. Ah, yes. Pas encore chaude. De l'eau chaude. Ah ouais, de la vapeur d'eau. Que de la vapeur d'eau. Alors ça, c'est des radiateurs qui réchauffent toutes les petites plantes et aussi les fleurs qui est dans cette serre. Citron vert. Merci. C'est quoi ce que tu fais là avec des taches? C'est une fleur aussi, elle est belle, hein? C'est quoi comme fleur? C'est une orchidée. Ça sent? T'as mis le nez dans le jaune. Tu sais pourquoi elle a des épines sur le tronc? Non. C'est pour pas que les animaux montent pour manger les feuilles. Comme ça, ils se piquent. Parce qu'ils se piqueraient. Ça sent les cornichons. Manger à un restaurant de vapeur. C'est quoi un restaurant de vapeur? On fait cuire les choses à la vapeur. En proposant des paniers à cuire soi-même, ce restaurant profite de la proximité des sources de vapeur pour faire découvrir à ses clients les bienfaits d'une cuisson écologique et économique. Équipés d'un minuteur, les clients surveillent eux-mêmes la cuisson de leur repas. Je mets les chaussettes. Ce panier prend 7 minutes à cuire. Celui-là, c'est 15 minutes. Et pour celui-ci, 30 minutes. Et on referme. Vous devez vérifier le minuteur. Tiens. Regarde si c'est cuit comme il faut. C'est comment, Chine? Regardez. Des crevettes. Et des moules. C'est comment cette cuisine vapeur? C'est bon? C'est super bon. Je peux goûter les ça? Et voilà un festin de roi. Même le potimarron est parti. Ils ont tout mangé. En profitant d'une énergie renouvelable, cette cuisine a un double avantage. Elle est gratuite et elle préserve les vitamines et la saveur des aliments. En plus, à la fin, il faut faire sa vaisselle. Vas-y. Mais non, le nez parce que c'est propre. T'as des poils dans tes outils. Le ventre bien rempli, Fred, Laure, Martin et Chine reprennent la route direction la région de Fukuoka. La famille a rendez-vous au cœur des rizières avec un paysan en pleine récolte. C'est là ton machine? Oui.
Depuis 25 ans, Takao Furuno cultive du riz sans aucun engrais chimique. Et pourtant, ces 4 hectares de champs sont parmi les plus productifs de la région. Pour obtenir de tels rendements, cet agriculteur a décidé de profiter de toute la biodiversité à sa disposition. Alors vous avez vu là où est passée la machine, il y a plein de petites grenouilles, il y a plein de petites bestioles. Et ça c'est très bon signe, ça veut dire que la terre elle est vivante. Les champs où on utilise des produits chimiques, et tous ces petits animaux ils sont morts parce que les produits chimiques ça les a tués. Et voilà. Hop. Des grenouilles, des serpents et toutes sortes d'insectes ont trouvé refuge dans les champs de Takao. Mais les maîtres des lieux, ce sont incontestablement les canards. Ok. Bon alors c'est fini, hein. On a fini de se martyriser. En voilà un qui restait planqué, heureusement. On l'a attrapé avant la fin parce que sinon il risquait de s'en aller. La botte secrète de Takao, ce sont les canards. Chaque année au moment des semences, il en introduit des dizaines dans ses rizières. Nous plantons le riz au mois de juin. Et une semaine après, nous introduisons dans les rizières des canetons que nous avons élevés. En nageant dans les champs, ils se nourrissent des mauvaises herbes, mais aussi des insectes. Et leurs fientes fertilisent la terre. Ensuite, nos canards et notre riz grandissent en même temps. Bien sûr, on retire les canards avant qu'ils soient assez grands pour manger le riz. Comme ça, on a un bon riz bio et des canards qu'on peut manger un mois après la récolte du riz. Et tout ça sans aucun produit chimique. Takao a remis au goût du jour cette méthode traditionnelle chinoise qui lui permet de lutter efficacement contre les insectes et les maladies. Il conduit Fred aux abords des champs voisins qui sont traités avec des produits chimiques. Apparemment sans grand succès. C'est l'opaba, un insecte, un mauvais insecte. Il mange le riz. Problème, oui. Ici, ils utilisent des engrais chimiques et des pesticides. Et malgré ça, il y a des insectes partout. Opaba, des insectes partout. Et ça, c'est méchant. Zéro opaba. Alors qu'en moyenne, il faut l'équivalent d'une canette de soda d'engrais pour produire 1 kilo de riz, la méthode de Takao permet de s'en passer totalement et de rendre le grain plus résistant aux nuisibles. En prenant un peu de recul sur les méthodes modernes, Takao a donc réussi à résoudre les problèmes que rencontrent beaucoup de petits agriculteurs à travers le monde. En plus de partager son expérience avec les autres producteurs de riz, Takao a créé une marque de riz complet bio, le Duck Rice, qu'il vend désormais dans toute l'Asie. Là, je suis en train de remplir les sacs de riz. Et après, on va les mettre dans un camion qui va les vendre au marché. Ail, maïs, salade, aubergines, oignons et même poissons, Takao croit à la diversification des cultures. Et comme ces canards lui permettent d'économiser plus de 500 heures de désherbage manuel chaque année, il peut désormais se consacrer avec sa famille à d'autres plantations respectueuses de l'environnement. Tu veux goûter? Oui. Il est tellement bon qu'on peut le manger cru. Very good. Alors quelquefois les excréments de canard ne sont pas suffisants comme fertilisants.
Donc Takao se fait livrer par un de ses voisins qui possède des vaches, du fumier, qui est le meilleur fertilisant qui existe au monde. Bah, c'est ça aussi les ressources disponibles, c'est aller voir chez son voisin ce qu'il a et faire du troc avec lui. Il va pleuvoir, dis donc. C'est pas bien de construire. La construire, la construire. C'est du canard. 3. 3 canards. 3 canards. Mais du canard bio. Ah oui. Du bon canard. Oui, du bon canard. Voilà mon vin de riz, Duck Rice. Et ça, ce sont des champignons shiitake. Alors que de la production maison, du vin de riz et surtout la Rolls, ce canard rosé comme il se doit, qui est vraiment super bon. Arigato gozaimasu. C'est juste divin. Est-ce que c'est le riz de cette année? Oui, je l'ai récolté il y a 10 jours. Il y a 10 jours. Waouh. Ah, c'est trop. Merci, merci. Bye bye. Arigato. Voilà des gens vraiment très sympathiques. Il nous manque des gens. En changeant de regard sur ce que la plupart des agriculteurs considèrent comme des nuisibles, en acceptant de faire un pas de côté pour prendre le temps d'observer la nature, Takao semble avoir réussi à créer un véritable cercle vertueux. Un exemple que Martin partagera avec tous les paysans qui croiseront sa route dans les années à venir.